Alors, l'économie du savoir, c'est aussi, dans d'autres mots, l'économie post-industrielle, la nouvelle économie aussi cognitive, ou même l'économie de l'apprentissage, relève d'un courant pensée économique. On peut dire aussi que c'est l'économie des connaissances. Pour l'économie du savoir, c'est en bref, c'est l'économie des connaissances et le respect toujours de la propriété intellectuelle. C'est ce que je peux dire. Mais en fait, ce qui m'a frappé dans votre présentation, c'est que vous avez commencé par dire que c'était relatif à la société post-industrielle. Et je pense que c'est une donnée très importante. Pour moi qui vis donc en Europe, ben la révolution industrielle, c'est le 19e siècle, surtout la fin du 19e siècle, encore le début du 20e siècle, hein, avec la Première Guerre mondiale chez nous, qui était la première guerre technologique. Et en effet, ce qu'on remarque en Europe, c'est que, en tout cas, l'Europe, elle n'est plus compétitive sur un plan industriel. De là, l'importance, en tout cas chez nous en Europe, d'investir dans autre chose que les industries pour rester compétitif, par exemple, par rapport à l'Asie du Sud-Est. Et c'est pour ça que vit chez nous cette idée de investissons dans le savoir, parce qu'on n'est pas compétitif à un autre plan. Et je suis très heureux en fait de retrouver un peu cette idée aussi par chez vous, parce que je pense que par rapport à d'autres continents, nous ne faisons pas le poids pour l'instant en ce début du XXIe siècle. De là l'importance en effet d'investir dans le savoir plutôt que dans la production industrielle. Et même si on souhaite investir dans la production industrielle, autant investir dans les personnes, dans les cerveaux, qu'ils soient hommes ou femmes ou autre chose, mais investir dans cette connaissance, peu importe le genre, pour pouvoir aussi garantir l'autonomie de la direction de ces industries éventuelles, pour que ce ne soit pas des autres cerveaux qui s'en emparent, qui s'emparent du management, mais que ce soit bien des cerveaux locaux, des intellectuels locaux. Donc de là l'importance aussi de la thèse de doctorat, investir dans nos propres connaissances sans faire la distinction entre l'homme et la femme, pour pouvoir garantir cette autonomie, de garantir une sorte d'autogestion plutôt que de gestion par d'autres pays concurrents étrangers, voire des pays qui viennent d'autres continents. Voilà. Je vais justement rebondir sur cette urgence que vous avez mentionnée d'investir dans les cerveaux locaux. La question sera adressée à la doctorante Irène. De toutes les cohortes qui sont déjà passées à l'école doctorale du Burundi, actuellement il y a 413 doctorants contre 88 doctorantes. Donc vous entendez qu'il y a un gap qui est important entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce gap et des étudiants qui veulent poursuivre ce parcours doctoral? Pourquoi cette différence? Là, je voudrais dire que pour le moment, je veux dire que je n'ai pas la réponse. Donc, c'est-à-dire, nous avons des préjugés, oui. Donc, les gens disent que les filles burundaises, peut-être, ne sont pas intéressées à des études poussées. Oui, peut-être, parce qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas des études qui ont été faites qui nous permettent de dire ça. Mais nous voyons que réellement, le gap commence même au niveau de l'université, au niveau de baccalauréat. Par exemple, moi, j'enseigne à l'Institut de statistique appliquée. Je vois que le taux de filles est très minime comparé au taux des garçons. Donc, ça commence par là. Donc, ça dit après l'école secondaire, on ne sait pas. Donc, nous voyons que le taux commence à diminuer et ça continue même pour des études poussées, les masters et le doctorat. Oui, nous pouvons dire que peut-être ce sont des stéréotypes que nous avons ou la culture burundaise qui
qui n'encourage pas les filles de continuer avec les études poussées, parce que des fois, si on nous dit, on entend dire que les études des filles, ce sont leurs maris ou leurs époux. C'est ça le diplôme. Mais on ne peut pas confirmer qu'il s'agit de ça, mais parce qu'il n'y a pas des études, des statistiques qui nous montrent qu'il s'agit réellement de ça. Donc je dirais que s'il y a déséquilibre au niveau des études universitaires, je dis bien des études universitaires, vous verrez que les stéréotypes de genre sont surtout liés au choix des études qu'on fait. Est-ce qu'au niveau de l'accès aux études, il y a une différence de genre? Je dirais que si elle existe, elle est très infime. Je vais retourner chez Madame Irène, qui a un exemple parfait donc d'une femme qui a continué ce parcours doctoral. Est-ce qu'il y a eu des complications quant à la gestion du temps ou est-ce qu'il y a des opportunités que vous n'avez pas voulu prendre parce que vous étiez une femme et une maman, ou bien c'est vraiment toujours possible? Parce qu'il y a ceux qui font déjà ce calcul. Si j'avance avec ce parcours, quand est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais devoir attendre? Quand est-ce que je vais avoir mon premier bébé? Est-ce que je vais devoir attendre? Ou bien, quel a été le secret pour tout concilier? C'est la planification et d'abord cette envie, le désir de continuer. Donc si vous avez le désir de continuer, vous savez que vous êtes responsable, vous devez être responsable de la famille et aussi vous devez continuer les études. Et nous savons aussi, comme ma collègue a dit cela, si vous êtes enseignant, si vous êtes enseignante, vous devez aussi acquérir beaucoup de connaissances. Je dirais que là où il y a par contre un déséquilibre entre hommes et femmes, on le situera plutôt dans le monde professionnel, c'est-à-dire dans l'après-thèse. Pourquoi? Parce que les différences entre les genres en Europe occidentale sont encore toujours liées au constat que les femmes sont moins bien payées que les hommes, que les femmes occupent des places, par exemple au niveau du management des entreprises, moins élevées aussi. Alors une partie des explications, c'est que la Belgique, comme toute l'Europe occidentale, souffre encore toujours d'un certain patriarcat, d'un certain regard qu'on porte sur la femme. Chez nous aussi, hein, c'est encore toujours le fait, incontestablement. Il y a encore toujours la tradition qui veut que quand la femme enfante, c'est principalement elle qui va s'occuper de l'enfant. Donc c'est elle qui prendra des congés maternels. C'est elle donc qui va mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses pour s'occuper de l'enfant. Alors une partie de ces femmes ne retournera pas au monde professionnel et celle qui retournera au monde professionnel du fait de la succession des périodes de maternité, d'absence pour des raisons de maternité, eh bien la femme se voit proposer moins d'opportunités professionnelles. Elle aura moins d'ancienneté au niveau salarial, peut-être dans certains cas. Et de ce fait-là, en ayant moins l'occasion de saisir des opportunités professionnelles, elle gagnera moins et surtout, elle occupera moins de postes managériaux. Moi, c'est Ndoye Bertin. Je suis aussi doctorat à l'école doctorale de l'Université du Burundi. Avec le thème, j'ai été intéressé par l'aspect genre parce que c'est un aspect très très important pour le développement d'un pays ou d'une communauté. Avec les trois choses, le temps, les moyens financiers ou l'argent et la force physique, j'aimerais que Madame ou Mesdames Vestine et Irène puissent élaborer un peu. Parce qu'ici, nous avons nos jeunes étudiantes ici qui peut-être aspirent à faire la carrière comme vous le faites. Mais
je ne sais pas si Hélène, il a expliqué par rapport au temps, il a dit planification, il a parlé des enfants, mais il n'a pas parlé du mari. Parce que je sais que le mari aussi a son temps dans le ménage. Pour continuer au master, d'abord, vous devez avoir une meilleure note. C'est ça qui commence. Et c'est ce que je partage toujours, ce que je dis toujours aux étudiants quand je suis en train d'enseigner. Donc, ça dit, si vous voulez continuer, d'abord, ayez une bonne note et essayez de bien travailler pour avoir une bonne note. Et si vous avez une bonne note, il y a des opportunités. Il y a des opportunités autour de vous. Même si vous n'avez pas de moyens financiers, il y a des opportunités de master, il y a des financements au niveau international. Si on n'a pas ce genre de financement au niveau national, au niveau international, il y a des financements si vous avez une bonne note et si vous êtes à mesure de prouver les compétences que vous avez, si vous êtes à mesure de les démontrer et montrer que vous êtes apte et que vous pouvez justifier votre diplôme au niveau baccalauréat. Par exemple, si vous avez de la chance d'avoir le baccalauréat ici, c'est possible de trouver aussi d'autres opportunités au niveau master. Quelles sont les opportunités qu'offre le parcours doctoral, les opportunités clés? Pourquoi je ferais l'école doctorale au lieu de me limiter à des études universitaires, baccalauréat par exemple? Qu'est-ce que vous diriez à une étudiante, pourquoi elle doit faire le parcours doctoral? Je peux dire que pour la première opportunité, d'abord, vous savez qu'il y a l'impact sur le marché du travail. Lorsque vous avez des compétences et carrières en tant que docteur, vous êtes plus rémunéré vous avez beaucoup de rémunération par rapport aux autres. La deuxième opportunité, c'est l'accès et participation dans le monde entier aussi. La troisième opportunité que je peux dire aussi, c'est pour aussi réduire les écarts du genre. Une remarque que j'ai entendue assez fréquemment ce soir, c'est le souci visiblement de motivation ou de terminer ses études. Une remarque que j'aimerais faire et qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, peut-être même surtout les femmes puisqu'elles restent minoritaires, c'est qu'il ne faut pas oublier que en fait la survie d'un pays, c'est aussi une façon de répondre à votre question et ensuite je vais l'élargir à l'international. La survie d'un pays, elle ne peut pas dépendre toujours, éternellement, des mêmes personnes. Il y a un souci de relève. Oui. Si un pays n'investit pas dans ses habitants et entre autres dans l'économie de la connaissance, ce pays ne peut pas fonctionner de façon optimale. Au plus un pays investit dans ses connaissances, au plus un pays investit dans sa population, au plus elle fait en sorte que ce pays sera encore là dans 50 ans, dans 100 ans, voire dans 500 ans. Donc ça, c'est aussi une réponse liée à cette économie du savoir. Il faut investir dedans. Il en va de la survie d'un pays, ou en tout cas de la bonne santé d'un pays.